avec d'autres collectifs, on essaie de créer des convergences de lutte parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive dans les milieux militants. On l'a vu pour Rémi Fraisse, mais ça arrive aussi souvent dans les quartiers populaires, dans les banlieues, et on n'en parle pas assez parce que ce sont souvent des Noirs et des Arabes. Comme je le disais tout à l'heure, la seule différence entre la mort de Rémi et celle de Amin, mon frère, de Wissam El Yamni, de Mourad Cheraf, qui sa famille sont là aussi, qui a été tué le 1er avril 2014, défenestré par des policiers. Voilà, la liste est tellement longue que je ne pourrais pas vous citer tous les noms. La seule différence, c'est que la mort de Rémi, c'est la conséquence de cette impunité qui existe depuis plus de 30 ans. Et nous, ce collectif, donc on essaye de mettre en lumière ces violences policières parce qu'on n'en parle pas assez et on essaye de faire une convergence avec d'autres collectifs, notamment le collectif du 8 juillet, des gens qui ont perdu un œil à la suite de manifestations et voilà. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. Plusieurs familles se sont déplacées pour venir ici aujourd'hui. De loin, certaines de Marseille, beaucoup de régions parisiennes. On voulait les remercier. On organise aussi cette discussion à l'initiative de ce livre, Permis de tuer, chronique de l'impunité policière, qui est sorti il y a 2 mois, où vous retrouverez 6 témoignages, on va dire, d'affaires de crimes policiers récentes, où vous verrez en détail voilà, les histoires de ces familles, leur combat face à la police et à la justice, comment elles essaient de s'organiser entre elles, avec les collectifs de soutien et d'organisation. Bonsoir. Mon fils a été tué est décédé le 5 avril 2014, donc ça fait 7 mois. Il a été coursé par 3 policiers et ils lui ont tenu la jambe et il est tombé du 2e étage sur la nuque. Un autre policier l'a secoué par terre et il est tombé dans le coma. 4 jours et il est décédé. Aucune enquête, rien du tout, affaire classée et ça s'arrête là. Et le policier continue à travailler et moi, ma vie, elle s'est arrêtée le 1er avril 2014. Ma vie est celle de mes autres enfants. Voilà. Raymond Durem. Et je vous remercie de voir qu'il y a un peu de monde, quoi, ça fait plaisir. Voilà, moi, il y a à peu près 2 mois, j'étais chez moi, en train de faire la sieste, parce que j'ai bientôt 90 ans, bon, je me repose un petit peu quand même. Et j'ai entendu crier dans ma cour, je me suis levé, j'ai voulu sortir de ma caravane. Au même moment, il y a un policier qui est arrivé, il m'a bousculé, alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il venait faire. Il ne m'a pas répondu. Et j'ai dit, vous avez un mandat? Il m'a dit, ici on n'est pas en Amérique. J'ai dit, moi non plus, je suis en France, alors tu sors de chez moi. Ça fait qu'il m'a bousculé, il a sorti sa matraque et il m'a matraqué dans ma caravane. Et après ça, il m'a jeté dehors. Et il a continué à me taper et il y a un deuxième policier qui est venu, il m'a mis un coup de pied dans la jambe pour me faire tomber. Et c'est là que mes enfants, ils ont vu et ils sont venus pour me défendre. Ça fait que il y avait une 50aine de policiers qui étaient là. Il y en a beaucoup qui ont resté dehors, mais il y en a qui sont rentrés. Ils ont sauté chez mes enfants, les ont matraqués, leur ont mis les menottes. Et ils les ont emmenés, ils les ont traînés jusqu'au camion, et de là, ils les ont emmenés au commissariat. Ça fait qu'ils ont passé au tribunal. Donc, ils ont été attaqués chez moi dans la cour, ils ont été frappés dans ma cour, ils sont retrouvés rébellion, outrage de mort, et ainsi de suite, leur principe de la police.
Ils ont passé le tribunal, ils ont été condamnés à une amende, et puis bon, le procureur, ils m'ont dit 6 mois de prison ferme. Enfin, ça c'est... Ils ont eu une amende. Alors, il y a un de mes fils, il a dit, c'est malheureux quand même, d'être battu, ils nous cassent nos affaires, notre matériel, être battu, et en plus, il faut payer. Alors, ça n'a pas plu à... Enfin bon... Alors, ça fait que mes enfants, ils ont fait appel. Les jeunes de la BAC, là, hein, ceux-là, ils veulent jouer les cow-boys, hein, parce que, vous voyez, être chez soi, être attaqué par les flics et puis être battu en plus, et puis après, il faut leur donner des sous, hein, alors faut que ça s'arrête, ça. Alors justement, moi, j'ai allumé la flamme. Bon, maintenant, aux jeunes de prendre la relève, que ça finisse, cette histoire. Hein, on ne demande pas grand-chose, mais bon, aussi bien les Roms que tout le monde. Il n'y a pas de patrie, hein. On parle, c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi, comme on dit, hein. Moi, je parle pour tout le monde. Comme on voit les pauvres malheureux, ils n'ont déjà rien, à 6 h le matin, ils les foutent dehors, hein. Ils ne regardent pas s'il y a des gosses, des femmes et tout ça. Et après, ces messieurs, ils sont là, en train de rigoler pour dire. Ils sont contents de voir ce qui se passe. Hein, moi, j'ai fait un livre. Et j'ai marqué dans ces Vichy qui a fait surface. Ils me disent que je les insulte. Mais je les insulte pas, je dis la vérité. Hein, c'est ce qui revient, là. Alors, j'insulte pas, moi, je dis la vérité. Et c'est pour ça qu'ils me veulent. Hein, j'ai commencé à prendre des coups de matraque à l'âge de 15 ans. Et j'en ai bientôt 90, ça continue. Hein, parce que moi, si mes enfants, ils viennent pas pour... ça, je serais peut-être mort alors que les coups de matraque que j'ai pris. Hein, alors que ça en finisse. Hein, ça fait des siècles qu'on le prend pour des bouquets de misère. Alors que le gouvernement donne un petit coup de pouce et qui change à peu près leur loi. Parce qu'ils prennent des lois, ils ne les respectaient pas. Hein? Alors, c'est pour que ça en finisse quand même. Écoutez, le 17 octobre 2013, à 6 h du matin, donc ma famille a été réveillée par une intervention policière qui sont venus chez moi pour arrêter mon fils qui avait 18 ans. Et l'accusant d'avoir participé à un vol, auteur d'un vol. Les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer. À 6 h du matin, quand on quitte son lit, on est des êtres humains, on a envie d'une chose que d'aller se soulager aux toilettes. Ma fille a même dit, c'est ça la police française. Et ma fille est née à Paris. Ma fille est née à Paris 15e, il y a un peu plus de 23-24 ans. Donc, de ce fait, on lui a simplement répliqué « Oh ma petite, tu n'es pas chez toi ici, tu rentres dans ta jungle. » La réponse qu'elle a obtenue. J'ai dit « Mais messieurs, est-ce que le fait que les commodités du vouvoiement, du tutoiement, n'ont-elles pas été enseignées à l'école de police? De quel droit vous la tutoyez? C'est quand même une citoyenne. » On m'a simplement répliqué, ben, écoutez, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a simplement soulevé le fait que c'est ça la police française. On lui répond, t'es pas chez toi. Donc, ça s'est envenimé comme ceci. Et mon fils a dit, quoi qu'il arrive, je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. Donc, il y a une dégénérescence de la situation. Et de ce fait, j'ai eu dans ma maison du gaz lacrymogène, ma femme qui a été repoussée au sol, plaquée au sol sous les sabots de la police. Mon fils aîné a vu cette situation intolérable, s'est opposé à cette situation, il a dit mais on ne tape pas ma daronne sous mes yeux. Donc mon fils a pris un marteau pour pouvoir défendre les personnes, quoi qu'il arrive, qui tapaient sa mère sous ses yeux. Je pense que c'était légitime de défendre sa mère sans attaquer la police. Et à partir de ce moment-là,
Ils ont fait appel à d'autres unités en disant qu'il y avait une rébellion dans l'appartement. Les voisins sont sortis, qui se posaient la question de savoir ce qui se passait. L'ascenseur arrive, je voulais m'engouffrer dans l'ascenseur. C'est en ce moment, juste, c'est le détail d'un film, hein. Donc j'ai mon gamin qui était dans l'appartement âgé seulement de 5 ans et le plus grand avait 12 ans. Ils ont été gazés et traités de macaques. Vous restez là, sale macaque, les termes qui ont été avancés. Ça, la raison de ma présence ici, c'est de venir remercier toutes les personnes épris de justice qui se sont mobilisées pour notre cause. Je rappelle seulement qu'en 1789, la France, pays des droits de l'homme, comme dit, une certaine révolution a eu lieu dans ce pays pour qu'une certaine calamité puisse disparaître. Malheureusement, cette calamité n'a pas disparu. Quand on dit que tous les hommes naissent et demeurent libres, la seule critère est la distinction personnelle de la valeur de l'individu. Est-ce que ces jours-là, cette doctrine a-t-elle été appliquée? Moi, je dis non. C'est à partir de ce moment que des coups de matraque ont plu sur moi. On m'a embarqué mani militari, seulement habillé de 2 vêtements. J'avais mon caleçon et puis un peignoir. Donc je suis resté 24 heures à cet état, et sans qu'on me permette de prendre des chaussures. J'étais amené à l'hôpital dans cet état, et les médecins ont constaté une ITT de 4 jours. Donc sous les coups que j'ai reçus, ma femme a été battue, ma fille qui est avec moi a été battue. Les voisins qui ont voulu s'opposer en disant « Pourquoi vous les tapez? Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» ont pris des coups de flashball. J'ai un voisin âgé de 70 ans qui a été blessé au genou et qui était resté plusieurs jours dans l'incapacité de marcher. Moi, j'ai une luxation de l'épaule, et suite à ces événements, dans la journée, après 6 heures d'interpellation de mon fils qui était mis en cause, ainsi prouvé par A plus B qu'il n'était pas l'auteur du vol dont on l'accusait. Mais moi, j'ai été poursuivi. Il y a des médias qui se sont mobilisés, qui sont venus chez moi. Donc, il y a eu des films vidéo qui ont été pris. Il y a eu la mobilisation de quelques élus. Il y a eu aussi la mobilisation de toutes les personnes épris de justice qui sont venues non pas pour défendre ma cause, mais simplement pour savoir la réalité des faits. Et toutes ces personnes, je les en remercie. Suite à ce jugement qui a eu lieu, toute la famille a été condamnée, reconnue de violence. Et moi, personnellement, j'ai été condamné à 100 jours amende de 10 €, ce qui fait, tout le monde sait compter, 1000 €. Et cette somme a été payée tout récemment. Et quant à mon fils, qui est actuellement en mandat de dépôt, n'a pas encore été jugé, tout simplement parce que la ville a porté plainte contre mon fils en disant qu'il a dégradé le mobilier urbain parce qu'il avait pris un marteau et il était descendu en bas. Et je ne peux pas rester inactif et insensible à l'appel du collectif Angle Mort et toutes les personnes, encore une fois, épris de justice, pour ne pas répondre. Je n'effacerai pas cet état de fait, ce qui se passe, mais il faut savoir se défendre. Parce que si, après avoir subi ces situations que moi, personnellement, je trouve injustes, on se tait et ça va continuer. Référence aux récents événements qui ont eu lieu, la mort d'un manifestant, Rémi Fraisse, pour ne pas le citer, le ministre de l'Intérieur a quand même reconnu l'interdiction des grenades offensives. Parce que tout ceci ne vaut pas la vie d'un homme. Je vous remercie. Bonsoir, je me présente, moi c'est Monsieur Camara. Je viens de Villers-Belle et je suis les frères des émeutiers de Villers. Voilà. Les émeutes qu'il y a eu en 2017
Villiers-de-Bel, ben, voilà, mes petits frères ont mangé 15 et 12 ans sur 300, 400 métiers. Et c'est les deux à avoir pris une peine de 15 et 12 ans. Voilà. Donc là, je suis venu pour me présenter, parce que voilà, Joe est venu nous contacter pour pouvoir représenter un peu ce qui se passe aussi de l'autre côté de la ville. Voilà, à Villiers-de-Bel, voilà, mes petits frères ont mangé 15 ans, 12 ans, pour rien, parce que soi-disant, ils ont tiré sur la police, alors que pas de preuves, alors que nous avons des preuves. 3 policiers ont tué 2 enfants à Villiers-de-Bel. Voilà pourquoi il y a eu les émeutes. Et ils auraient eu les policiers, alors que mes petits frères, eux, ont mangé une lourde peine sous l'ère de Sarkozy, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans. Aujourd'hui, ils peuvent avoir une demande de conditionnel, mais ça va faire 4 fois que un de mes petits frères la demande et elle est refusée. Pourtant, ils ont pratiquement fait la moitié de leur peine. Mais, je ne sais pas, ça coince. Aujourd'hui, il y a des familles qui souffrent, ma mère elle souffre, mon père il souffre, les frères, les sœurs ils souffrent, moi-même j'en souffre. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas, il faut que les gens ils entendent que voilà, il n'y a pas de justice et qu'on en a marre de voir que ça se passe toujours mal pour les gens qui viennent des quartiers défavorisés, soi-disant comme mal vus, alors que moi, personnellement, je travaille, je suis fonctionnaire, je travaille pour la ville, je travaille pour les enfants. Quand je vois qu'il y a des problèmes, j'essaye d'améliorer les choses, mais voilà. On ne voit pas ce côté positif, on voit toujours le côté négatif de la cité, des jeunes. Je peux avoir une casquette, mais ça ne veut rien dire. Je travaille et je suis un bon gars. Après, voilà. Les petits frères aujourd'hui, ils sont là-bas. Ça va faire 7 ans aujourd'hui. Il y en a peut-être qui les ont oubliés, parce que bon, voilà. On a même oublié les morts, parce qu'aujourd'hui, il y a deux petits jeunes qui sont partis. Les familles, elles souffrent encore. Moi, je travaille même avec la maman qui travaille dans l'école où je travaille. Je ne sais pas si vous connaissez les TAP. Mais voilà, chez nous, il y a les TAP, on fait des activités de rythme scolaire. La maman, elle est là. Elle fait son ménage dans l'école et moi, je suis là. Avec elle, on soutient moralement, physiquement. Mais voilà, on pense à nos enfants, on pense à nos frères. Ça fait mal tous les jours et ça fait 7 ans. Et ça continuera parce que voilà, c'est comme ça et il faut faire quelque chose, il faut envoyer un message, il faut que ça s'arrête. Tout simplement. Je vais moi aussi raconter alors, puisque c'est l'exercice. C'est un peu ça. Donc, moi j'habite Montreuil et donc j'ai été aussi blessé par la police. C'était le 8 juillet 2009. On manifestait contre l'expulsion d'une ancienne clinique qui avait été occupée et transformée en un lieu d'activité. Et donc le soir, la police avait décidé un peu de faire une opération un peu punitive contre les occupants de ce lieu-là. Et nous avait canardé au flashball de manière... donc elle avait tiré à plusieurs reprises. Toutes les personnes qui ont été touchées au niveau de la tête ou au-dessus de l'épaule, et puis moi je l'ai reçu dans l'œil, donc j'ai perdu un œil. Voilà. Juste, je vais pas aller plus loin. Juste ce que je voulais dire, c'est que nous on a commencé un petit peu à essayer de s'organiser autour avec toutes les personnes qui ont été blessées par la police ces dernières années. Bon, particulièrement au flashball, mais pas seulement. D'abord pour essayer d'échanger un peu comment dire, disons nos expériences, parce qu'on voit que chaque fois c'est un peu les mêmes histoires et chaque fois on fait face, disons, aux mêmes problèmes, à savoir les mensonges de la préfecture, les journalistes qui criminalisent les victimes, les municipalités qui essayent d'étouffer l'affaire et qui
pousse au calme, quoi, toute une série de choses qui font qu'à un moment donné, on se fait mener en bateau à la fois par tout le monde en fait, pratiquement, et on se dit que si jamais on était plus fort, on arrivait à échanger ces expériences, disons, pourrait moins nous mener en bateau. Donc il y avait un petit peu cette chose-là. Et c'est vrai que je pense que nous, pour l'instant, on s'est un peu organisé entre personnes qui avaient été blessées, mais on a commencé aussi à faire des choses avec Amal, avec Farid, et on aimerait pouvoir continuer à tisser des liens entre toutes les personnes qui, à un moment donné, font face à la violence de la police, qu'il s'agisse de personnes tuées, de personnes blessées, mais aussi de personnes enfermées. Pour moi, c'est une violence qui est de l'ordre de la torture, l'enfermement. Donc, et je pense qu'à tisser des liens, on pourrait arriver en effet à commencer à faire un front, quoi, quelque chose qui fasse que leur violence, mettre un peu leur violence à distance, quoi, la faire reculer un tout petit peu. C'est vrai que vous avez vu, moi je suis dans la situation un peu particulière que je suis blanc et j'habite à Montreuil, on dit que c'est le 21e arrondissement de Paris. Et de ce simple fait, le traitement de la justice est peut-être un petit peu meilleur, ou on pourrait penser. C'est pas tout à fait évident parce que bon, malgré tout, ça reste quoi, je prenais comme exemple que sur les 40 tirs de flashball, les 40 blessés par la police au flashball, il y avait eu au final 2 procès et un policier acquitté et un policier condamné. Donc l'impunité règne à tous les niveaux de ce point de vue-là. Mais que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire des passerelles aussi. Et que ces passerelles-là, ça veut dire entre des quartiers comme Montreuil ou des quartiers comme Villiers-le-Bel. Je sais qu'il y a eu plusieurs blessés au flashball à Villiers-le-Bel, notamment des gens qui ont perdu un œil, par exemple. J'ai pas réussi à avoir de contact avec eux. Alors, je me dis, alors que de fait, on devrait pouvoir s'organiser ensemble pour essayer de ne pas se laisser faire sur ces histoires-là. Donc voilà, juste pour dire que nous, on est vraiment dans cette perspective de pouvoir essayer de tisser des liens entre plein de réalités différentes aussi, plein de gens différents qui ont été blessés dans des circonstances différentes. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune raison d'accepter cette violence et il faut s'en défendre coûte que coûte. Et c'est vrai qu'on a peut-être on a perdu ce réflexe-là, mais il faut le reconquérir d'une certaine manière. Voilà. Alors, moi c'est Amal Bentoussi, j'ai mon frère qui a été tué le 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec d'une balle dans le dos. Quand j'ai appris la nouvelle, comme tout le monde à la télé, je ne savais pas que c'était mon frère. Je l'ai un peu deviné, mais bon voilà, après ça c'est... Donc, comme pour la mort de mon frère et comme pour la mort d'autres jeunes, tout de suite ça a été des mensonges de la part des médias. Donc les médias, ils ont qui en face d'eux? C'est les syndicats policiers qui leur relaient l'information. Donc ils parlaient d'un multirécidiviste qui était en train de braquer, qui était en cavale. Oui, effectivement, mon frère n'était pas... Voilà, il avait fait des conneries comme tous les jeunes et il avait été stigmatisé depuis l'âge de 13 ans. Et depuis l'âge de 13 ans, il avait une lourde condamnation à 13 ans. 13 ans, c'est l'âge de mon fils actuellement. Donc tout de suite, on a été sans pitié, la justice a été sans pitié avec lui. Donc il a été stigmatisé, parqué dans un ghetto. Et puis après, au final, il a été tué par un policier. Excusez-moi, à chaque fois Donc c'est cette souffrance qu'il a eue depuis toutes ces années. Et c'est dur d'en parler parce que il est mort comme un chat, quoi. Tué par les chiens de la République, quoi.
Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas un sac à main que j'ai perdu, c'est mon frère. Il a souffert, on lui a pas fait de cadeau. Donc moi, je vais pas leur en faire aujourd'hui. Donc de là, j'ai mobilisé pendant 3 mois. On a fait des manifestations à Noisy-le-Sec tous les samedis, qui partaient du lieu où il y a eu la course-poursuite jusqu'au lieu où il a été abattu. Donc dans cette affaire-là, un magistrat qui, je tiens à le souligner parce que souvent on parle de justice, et donc un cas parmi beaucoup, c'est que ce juge a voulu être courageux, a été courageux, c'est-à-dire qu'il a fait une enquête de fond, il a mis notamment des policiers sur écoute, et vraiment c'est l'une des premières fois où mon avocat me dit très clairement, il me dit Amal, il me dit vous savez ce que vous avez fait, la pression que vous leur avez mis, si cette affaire elle en est là où est-ce qu'elle en est, c'est grâce à vous, c'est parce que vous n'êtes pas laissé faire. Il m'a dit vous leur avez mis la pression. Et la pression, ça a été que ce juge est mis comme chef d'inculpation à ce policier homicide volontaire. Donc il faut savoir que c'était l'une des premières fois en France qu'un policier avait comme chef d'inculpation homicide volontaire. Donc à la suite de ça, les syndicats policiers Alliance l'avaient appelé à manifester dans toute la France et donc contester une décision de justice. Donc dans un état de droit, hein, on nous parle de justice impartiale, on nous parle de tous égaux. Eh ben non, puisque là on est, c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Et puis je m'en rends compte au jour le jour où je rencontre des familles comme la famille de Samia Cheraf. Et donc 2 ans et demi après, on reçoit la nouvelle. Il y a eu une requalification des faits. Donc d'homicide volontaire, c'est passé à violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Donc ce policier va être présenté devant la cour d'assises de Bobigny. Donc la date de l'instruction est terminée. On est en attente d'une date de procès qui aura lieu à la cour d'assises de Bobigny. Donc moi ce jour-là, je voudrais faire le procès de tous les policiers et appeler vraiment tous les gens qui sont présents là, tous les collectifs qui soutiennent ces familles, toutes les familles qui viennent, et vraiment qu'on leur mette la pression, qu'on se mobilise en masse devant ce tribunal, puisque ça sera peut-être l'une des premières fois où un policier sera présenté devant une cour d'assises. Et le collectif s'est monté du constat que Amine était un parmi tant d'autres, que ce n'était pas le seul. J'ai rencontré notamment Ramata de Vivolé, la sœur de Lamine Dieng, qui a mené un combat pendant plus de 7 ans, je crois, ouais. Et au final, qui s'est terminé par un non-lieu le 7 avril 2014. Donc le collectif, c'est aussi d'apporter un soutien moral à ces familles. Dernièrement, j'ai été contactée par la famille de Houssine Bourras, qui 2 mois avant la mort de Rémi Fraisse avait été tué dans une voiture de gendarmes, menotté. Il s'est pris une balle dans la tête et personne n'en a parlé, quoi. C'était 2 mois avant la mort de Rémi Fraisse. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de faire des choses avec d'autres collectifs. Et la mort de Rémi Fraisse, ça nous a permis ça a permis à certaines personnes de constater que le fait de nous avoir laissé nous faire tuer pendant 30 ans et que personne n'est sorti dans la rue pour nous défendre, pour dire que dans les quartiers populaires ça tue, ça arrive, excusez-moi l'expression, ça arrive que ça soit un blanc qui soit touché, et pour que l'opinion publique
se mobilisent et qu'il y ait des manifestations un petit peu dans toute la France. La seule différence entre la mort de Rémi et tous les autres, c'est la pression qu'on a pu mettre, que tous les manifestants, tous ces collectifs qui ont pu participer à ces manifestations, et les médias qui étaient là, qui étaient présents. Et on en arrive maintenant à parler de violence policière. Donc il faut savoir que moi, en 2 ans, c'est vrai que c'est énorme qu'on puisse parler dans les médias des manifestations contre les violences policières. Avant, on n'en parlait pas du tout. Donc il a fallu que Rémi Fraisse meure pour qu'on en parle aujourd'hui. Mais qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait une convergence entre ceux qui manifestent dans toute la France pour des causes, et qu'on essaye de créer cette convergence entre les banlieues qui subissent la violence au quotidien et les manifestants qui défendent des causes. Eh ben, le lien, il faut qu'on crée un pont et puis qu'on arrive à faire sortir les gens de banlieue, parce qu'il est très difficile. Il est très difficile quand il arrive ce genre de drame que les gens soient solidaires avec nous, puisque dans les médias, tout de suite, comme l'a été Rémi Fraisse, on a essayé de le criminaliser, donc plus quand c'est des jeunes de banlieue, puisqu'il avait un casier judiciaire, donc sous prétexte que telle personne mériterait la mort. Donc la peine de mort a été abolie, mais pas les mises à mort apparemment. Donc moi, il y a eu plusieurs assemblées avec différents collectifs, notamment le collectif du 8 juillet avec Joachim. Et on n'a pas envie d'en rester là. Et on a envie que toutes les banlieues de France, un jour, se retrouvent dans toutes les villes de France à manifester contre les violences policières. Et quand c'est Mohamed qui meurt à Sarcelles, qu'on ne demande pas à la famille savoir si on doit manifester ou pas, mais qu'on doit tous se mobiliser à ce moment-là, comme on l'a fait pour Rémi Fraisse. Et croyez-moi que, à force de ne rien lâcher, un jour on va y arriver, et ça j'en suis persuadée, j'ai beaucoup d'espoir. Et moi toute seule je ne pourrai pas, mais avec vous, on y arrivera en tous les cas. Merci. À mon plat de toilette qui a été jeté du 2e étage par un policier. Donc on est venu justement de Marseille, justement pour être soutenu et vous soutenir. Et comme vous disiez tout à l'heure, le monsieur, tout se lie. La préfecture, la police, ils s'entendent tous bien, on devrait faire pareil. Tous se lier comme eux, tous se lier, et seul on n'y arrivera pas, mais si toute la France s'y met, on est obligé d'y arriver et on n'a pas le choix. Parce que si vous regardez, si vous prenez les 10 dernières années, vous allez voir comme ça a augmenté d'une façon terrible. Les meurtres, j'appelle ça le meurtre. Quand un policier tue un jeune, c'est un meurtre. C'est tout. C'est un meurtre. Donc ça a augmenté, ça augmentera encore. Et si on ne fait rien, nos enfants, ils seront battus, ça sera banalisé, ça deviendra normal. Et donc on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça prend parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Souvenez-vous, Ziad Ebouna, 2005, les révoltes de 2005, les policiers impliqués dans leur mort, quand ils se sont cachés dans les transformateurs électriques, vont être jugés en 2015, l'année prochaine, 10 ans après. Le collectif Angle Mort, on s'est créé quand on a été choqués, quand on a vu ce qui s'est passé à Villers-le-Bel pour l'Armée Mouchine. On était un groupe d'amis, on a été choqués, on s'est dit il faut déjà diffuser une autre information, rencontrer les gens sur place, rassembler toute la presse, recouper les infos, faire notre propre information pour faire connaître l'histoire, participer aux audiences des procès. Donc permis de tuer parce que quand la police assassine, la justice acquitte. Parce que derrière c'est ça ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que soit il y a
il n'y a pas de procès. Et puis quand il y a un procès, il y a une peine symbolique au bout. Après 5-10 ans de combat. Ziad Ebouna, 2015. Une manière de se mobiliser ensemble, c'est d'aller à Rennes, quand on aura la date exacte du procès, d'aller tous ensemble à Rennes, en bus, pour montrer qu'on n'a pas oublié que 10 ans après, il n'y a rien qui a été fait. Pire, on nous dit, depuis Malik Oussekine, 86, il n'y a pas eu de mort en France. Là, il n'y a que 6 histoires, mais c'est 10 à 15 personnes par an qu'on connaît, parce qu'il y en a d'autres, on ne connaît même pas leurs histoires. Donc, permis de tuer, c'est aussi la phrase en 91, quand un habitant du Val-Fouré, Youssef Raif, qui a été aussi assassiné par un policier, sa maman, en sortant du tribunal, plusieurs années plus tard, elle a dit qu'ils ont donné un permis de tuer. La justice a donné un permis de tuer à la police contre mon fils. Donc on est là pour rappeler qu'il y a des liens entre ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel, parce que les frères Camara, ils ont été emprisonnés sans preuve, et il faut le dire et le redire. On a fait une contre-enquête, pas de traces ADN, pas de vidéo. Tous les moyens technologiques ont été mis en œuvre. Et derrière, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Vu qu'il n'y avait pas de preuves, pas d'ADN, rien, pas d'image. Ils sont allés chercher des témoins sous X avec promesse de rémunération. À l'époque, on avait aussi donc, eu l'occasion de publier cette contre-enquête, et on avait récupéré auprès des habitants les appels à délation qui ont été mis dans les boîtes aux lettres pour montrer que c'est vrai, c'est la vérité. Alors ça choque un certain nombre de personnes, mais globalement dans les quartiers, des histoires de violences policières, il y en a 100, il y en a 1000, ça choque que les gens qui sont un peu déconnectés de la réalité. Donc, des gens qu'on enferme rapidement, facilement, parce que quand tu parlais des émeutiers tout à l'heure, ma femme, il y a eu 3 séries d'arrestations à Villiers. Et ils n'ont pas attendu 5 ans. Ouais, le policier, M. Vialet, qui était le conducteur de la voiture qui a percuté la moto où Larami Mouchine était, ils l'ont jugé 6 ans après. Alors il avait passé devant la barre, il était jugé, il a pris du sursis. C'est tout. Voilà. 6 ans après, les soi-disant émeutiers, qu'on appelle les révoltés, nous, ils n'ont pas attendu dès le lendemain des révoltes. Ils sont allés chercher les premiers pour caillassage, jet de pierre, et puis s'en est suivi une série d'arrestations jusqu'à celle de tes frères. Donc il y a eu 5 personnes, parce qu'il y a eu aussi Mara Kanté. Mara, qui a pris 3 ans de prison, il a été disculpé au bout des 3 ans de prison, donc la justice a reconnu son erreur. Pourquoi elle a reconnu son erreur pour Mara et pas pour Abderrahmane et Adama? Donc nous on pose des questions simples en vérité. Donc là on vient faire un travail d'information. Il faut venir avec nous dans les procès, il faut venir avec nous dans la rue. Il faut créer ces mobilisations, il faut qu'on crée cet élan pour qu'on ait un permis de vivre et pas un permis de tuer. Voilà, je sais que c'est des belles formules, tout ça. Mais ce qu'on essaie de faire avec Angle Mort, par exemple, c'est de faire le lien entre violence policière et crime policier. Et on a cette formule qui dit les crimes policiers sont des violences policières qui dégénèrent. Et ça permet de parler aussi des violences policières qui sont le quotidien dans les quartiers, dans les prisons, dans les commissariats. Pas oublier les prisons, pas oublier ce qui se passe dans les commissariats. Donc comment on fait pour protéger nos frères, nos sœurs, face à la police, quand elle insulte, quand elle nous interdit d'aller au centre-ville? Quand je dis nous, c'est parce que je sens de la solidarité ici. Si aujourd'hui on est 150 ou 200, c'est qu'à mon avis, chacun, soit personnellement, directement ou indirectement, on se sent concerné par ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on a fait cette initiative, on va dire, avec les frères Camara, mais comme vous avez vu, elle est ouverte à toutes les familles qui veulent s'exprimer. Donc là, vous êtes là pour écouter les témoignages. Mais ce soir, il y a un concert. Ce soir, il y a 7 ou 8 artistes qui viennent bénévolement. On nous a prêté la salle bénévolement. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire les choses sans argent. En vérité, il n'y a pas d'argent derrière tout ça. Un peu d'argent qu'on a investi, nous, parce qu'il a bien fallu investir dans les sandwichs, etc. Mais en vérité, c'est de l'énergie humaine, c'est de la solidarité. C'est des gens qui sont venus de Marseille. C'est des gens de toute la région parisienne. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Il y a le concert après. Donc, je vous invite vraiment, voilà, tout, évidemment, les bénéfices de cette soirée, de cette journée, vont être reversés en partie aux familles, en partie pour organiser des mobilisations. Qu'on soit clair là-dessus. Pareil pour permis de tuer.
puisque l'éditeur récupère ses coûts de fabrication, mais derrière, il y a une petite somme qui va aussi pour les mobilisations. Voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire des actions, parce que souvent on nous dit oui, il faut le pouvoir économique, le pouvoir médiatique. Bah, de toute façon, on ne l'aura pas. Donc il faut qu'on crée nos propres médias, nos propres actions, et qu'on foute le bordel ensemble. Et comme tu le disais tout à l'heure, Amal, quartier et pas quartier. Et qu'on crée des liens avec les manifestations, par exemple, qui ont lieu pour Rémi Fraisse, qui ont été... C'est vrai que moi, j'ai envie de dire, j'étais étonné de voir tout ça. Parce que quand nous, on va au tribunal, on est 10, 15, là ils étaient 300. Les journalistes ont accepté l'expression violence policière qu'on a eu du mal, nous, à imposer. Là, ils l'ont pris tout de suite. Avant, ils écarquillaient les yeux. Non, il n'y a pas de violence policière, de quoi vous parlez? Là, ils l'acceptent tout de suite. Donc déjà, il y a un progrès de fait. Donc on va créer des liens. Là, aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Donc après, vous allez dire, ouais, on se parle, et après, il n'y a plus rien. On va se quitter, on va plus se revoir. À vous aussi de faire la démarche, de prendre les contacts, de proposer des actions, d'aller chercher. On parle beaucoup des réseaux sociaux, d'Internet. Moi, je pense qu'on se cache beaucoup derrière les réseaux sociaux. Bon, c'est un moyen de se mettre en contact. Donc, allez-y sur la page Facebook du collectif Angle Mort. Je vais faire la pub pour le petit collectif, mais il y a aussi Urgence, notre police assassine. Il y a les pages Facebook de chaque famille. Allez vous renseigner sur ces histoires. Imprégnez-vous de ces histoires. Parce que c'est la première chose à faire. Être convaincu que ce combat, c'est le bon, c'est le vôtre. On va y arriver. Et les réseaux sociaux, c'est un moyen. Mais là, regardez physiquement, on sent que c'est beaucoup plus fort. Je vous laisse. C'est à cause de l'agent ici, Manu Joubier. Il est parti pour payer parce qu'il avait une entreprise de bâtiment. Il est parti pour payer les gens qui travaillaient pour lui. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a acheté un bouteille. Il est voir tous les trois parce qu'il avait 2 personnes dans la rue publique. À Mangeron. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est passé à la police. Il est arrivé à la police nationale. Et je l'ai attendu toute la nuit. Le 29 juillet, je l'ai attendu toute la nuit à la maison. Il n'est pas arrivé. Je l'ai cherché toute la nuit. Et le matin, j'ai regardé la télé. Et c'est moi que je l'ai cherché dans le commissariat. Parce que personne n'est venu pour me dire rien. Lui, il est mort. J'en ai 2 enfants, un grand garçon de 12 ans et un petit bébé de 17 mois que papa connaît son père. Centaines, maintenant des milliers même de personnes qui essayent de traverser et de passer en Angleterre, dont la plupart ne parlent pas français et ne connaissent pas bien les lois du pays et qui sont donc la cible privilégiée des flics. Donc il y a pas mal de violences policières à Calais, il y a eu des grosses violences policières depuis 2009 en gros, depuis l'évacuation de la jungle. Et c'était pour vous expliquer un peu ce qu'on avait fait. On avait essayé de recueillir en fait toutes les violences policières et de faire une saisine aux défenseurs des droits. On a essayé d'utiliser le système de l'État. Donc on a rendu un rapport d'une 50aine de pages avec des vidéos, avec des témoignages, des photos sur les violences policières qui se passaient là-bas, qui a été remis aux défenseurs des droits. Ça a été la première saisine. Manuel Valls a répondu 2 ans après que c'était des faits invérifiables et anciens. Donc forcément, il a mis 2 ans à traiter. Et par contre, le défenseur des droits, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il a, lui, reconnu les violences policières et qu'il a donc attesté que le comportement des flics à Calais était illégal, qu'il y avait des situations de violence qui n'étaient pas normales. Donc ça n'a pas changé énormément de choses, si ce n'est que les flics sont restés plus ou moins tranquilles pendant 3 mois parce que du coup ça avait fait un peu de bruit médiatiquement. Là on est en train de faire la 2e saisine, et donc de continuer sur ça. On a mis en place une permanence de recueil des violences policières avec un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler. Mais là, ce qu'on entend en fait dans tous les témoignages, en fait, c'est la force des familles, et nous c'est vraiment ça qui nous manque à Calais, parce que les gars qui sont à Calais, ils sont isolés, ils sont
sont là juste de passage, donc ils n'ont pas forcément envie de s'engager, de porter plainte. Déjà, ils pensent qu'ils ne peuvent pas la majorité du temps. Et puis, ils peuvent pas, ils ne sont pas dans cette démarche-là. Et du coup, on a beaucoup de mal à faire parler de ce qui se passe là-bas et à essayer de... on recueille plein de trucs, mais on ne sait pas forcément trop quoi en faire. Donc voilà, nous aussi, on veut bien faire du lien avec tous les collectifs et tous les gens qui sont motivés. Se faire abattre comme des chiens, on ne peut pas rester insensible et on ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Ça nous marque et même quelques années après, on en parle avec émotion. Les jeunes qui sont se soulevés juste après ont eu raison de se révolter. Comment on peut rester comme ça? Et tout à l'heure, quand tu parlais de ton frère et qu'on a essayé de faire passer pour un récidiviste, pour un délinquant ou je sais pas quoi, mais c'est qui les délinquants? C'est qui les criminels? C'est qui les voleurs? Enfin, moi, il me semble que ce sont ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, qui volent l'argent, qui passent même pas en procès, et pour eux, la vie, elle continue. Alors que nos frères ou nos sœurs, qui vivent, qui survivent, parce qu'on est dans une société qui est violente au quotidien. Quand tout à l'heure, j'entendais parler de la police, de la BAC qui serait plus... Enfin, vous parlez de la BAC, mais la gendarmerie, c'est pareil. Les flics, en général, c'est pareil. Ce sont les bras armés d'un système. Et ils sont là juste pour nous rappeler que, de nos quartiers populaires, on est né et on y restera toute notre vie. De deux, que tous ceux qui osent se révolter, ce qui leur attend, c'est la case, comme tu disais, commissariat, comme tu disais, prison. Parce que les prisons, elles sont pleines de qui? Elles sont pas pleines des riches, elles sont pas pleines de ceux qui sont gros, gras et qui partent en vacances quand ils le veulent. Elles sont pleines de nos frères et de nos sœurs. Donc, tant que le système il sera injuste, ce système qui est capitaliste, eh ben nous, notre objectif, c'est de s'organiser, c'est oser lutter et c'est oser gagner. Et votre combat, c'est le nôtre. Et votre combat, c'est notre combat. Enfin, je pense que on est tous là pour être avec vous. Et vos rendez-vous, ce sont les nôtres. Donc le 22 novembre, moi je fais partie du comité anti-impérialiste. Le 22 novembre, on sera là. À Rennes, la proposition que tu faisais pour le procès, on sera là. Et c'est que tous ensemble, qu'on pourra gagner, oser lutter, oser s'organiser, oser vaincre. Et on a raison de se révolter. Et les crimes, ils ne resteront pas impunis. Je suis à Femmes en lutte, donc comme a dit la copine, merci pour venir témoigner. Et, on sait qu'à chaque fois aussi le truc de répéter, c'est aussi épuisant. Mais c'est aussi comme ça que la mémoire elle perd. Aujourd'hui, sont un seul et même système où l'individu, de par son origine, de par sa religion. C'était pas toujours évident parce que on est aussi sur nos créneaux de lutte, de galère, de vie de merde et que voilà. Qu'en ce moment, parce qu'effectivement sur Rémi Fraisse ça a suscité une mobilisation des lycéens, mais je veux dire nos lycéens dans nos quartiers ils se mobilisent aussi et que franchement ils ont pris cher, qu'il va y avoir des suivis à faire. Moi je travaille dans un lycée pro à Saint-Ouen, ils ont essayé de se mobiliser ou à Saint-Denis et peu importe toute la criminalisation des médias qui les avaient passés pour des sauvages, ces jeunes ils se sont mobilisés et qu'on leur a même pas laissé, mais même pas une heure pour le faire. Parce que tout de suite il y a la BAC qui déboule, les gendarmes mobiles, tout de suite ça va au conflit, tout de suite ça part en cacahuète. Et que c'est hyper dur de voir ça et de savoir comment on va organiser. Jeudi, il y a eu appel à la grève des lycéens. Dans les lycées à Saint-Denis ou à Saint-Ouen, ils ont eu des fouilles au corps, ils ont été collés contre les murs. On les a empêchés d'accéder au métro pour aller en manif. On a essayé de les parquer et que donc, c'est pour ça où le lien entre les crimes policiers et ce que vous vivez, c'est le truc le pire. Parce que là, ça touche à des vies de famille. On sait ce que c'est quoi de perdre quelqu'un. Pas parce que, je sais pas, il n'est pas mort dans son lit, quoi, et que du coup, sauf que les violences policières, elles sont au quotidien, elles sont permanentes, et qu'on peut aussi avoir un truc de banalisation. C'est-à-dire que moi, je vois avec les gamins, je dis, c'est tous les jours. C'est tous les jours, donc on ne sait même plus comment réagir. Qu'il y a aussi quand même dans les quartiers le truc de croire qu'il y a des gentils flics et des méchants flics, et qu'il n'y a que quand ça t'arrive, comme tu disais Amel, que tu tombes de la chaise, et c'est au quotidien. Moi, je viens d'une petite ville de province où il y a aussi des quartiers populaires. L'année dernière, c'était les rides. Et les flics ont déboulé dans des baraques pour vérifier qu'ils n'avaient pas des moutons, et ça a été hardcore, ça arrive à ma famille, etc. Et ça, c'est le quotidien. Du coup, il y a aussi besoin de dire comment on fait pour s'organiser.
nous, on a aussi une proposition à faire, c'est que voilà, moi je vis dans un groupe de femmes, un groupe de féministes, et que nous, l'identité de quartier, l'identité populaire, on la porte, et qu'on ne parle jamais des violences aussi que vivent les femmes des quartiers populaires, et que les violences policières, soit directement, soit indirectement, ça en fait partie, et qu'on va organiser, le 25 novembre, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes, que nous, on veut utiliser ce jour-là pour effectivement dénoncer les violences que subissent les femmes, mais aussi dénoncer les violences sociales que nous, les femmes des quartiers, les femmes exploitées, les femmes aussi sans papier ont subi, et que du coup, on voudrait inviter ces collectifs à venir prendre la parole, à venir parler des gens de leur famille qui se sont fait assassiner, à venir dénoncer les crimes policiers, et on va organiser ça avec une coordination de sans-papiers, et que elles aussi, les femmes sans-papiers sur les violences policières, elles en ont plein à dire, parce que y a la peur de se faire dégager de ce pays alors qu'elles vivent ici, qu'elles travaillent ici, qu'elles s'installent ici, et du coup, on aura aussi besoin que cette convergence, elle se passe aussi par là, et qu'on sait que dans les collectifs, les femmes et les familles sont toujours présentes, et qu'on a vraiment envie que ces convergences, elles se passent, et de venir, ce sera sûrement à Saint-Denis, on est encore en train de voir les modalités, mais de venir prendre la place, de venir parler avec les gens, et de venir aussi dans nos quartiers, dans nos villes, pour rappeler que on lâche pas l'affaire. Donc voilà, merci. La Gestapo policière prolifère, presque toutes les altercations se terminent par un frère à terre. Donc à terme c'est notre extermination programmée. Ils souhaitent qu'on disparaisse comme l'épreuve de leur culpabilité. Avec leur recul, je me dis que nos probabilités de survie sont maigres. Pour eux, condamner un flic, ça n'a aucun sens comme nos vies. Donc à l'évidence, survivre dans ce contexte peut s'avérer complexe. Lorsqu'on nous attaque, on a que la violence comme moyen de défense. Des gars, flics de Paris, un sale flic de Paname, un sale connard, des gars mythos, un taré, un schizo, un psychopathe.